Ça fait bizarre de se dire que cette vidéo est la première que je vais sortir après Raiders. A la base, je voulais structurer ça comme une grosse vidéo, comme celle de la dernière fois où je parle de plusieurs sujets en même temps. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu le bordel. Donc à la place, je vous proposerai une trilogie de vidéos sur Raiders, qui parleront chacune de mes théories sur plusieurs éléments. Cette première vidéo parlera d'un gros sujet qui est le Maverick. Évidemment, cette vidéo comportera pas mal de spoilers, donc si vous n'avez pas fini Raiders ou son post-game, je vous invite à éteindre cette vidéo et tout de suite aller le finir. Il est bien le jeu, je vous le promets, ça vaut le coup. Avant la sortie du jeu, du coup, j'avais évoqué l'idée qu'il existait un peuple qui s'appellerait les Anciens, qui aurait construit le réservoir, les robots, les gadgets et certains donjons. Évidemment, ce ne fut pas vraiment le cas, mais il est rassurant que, dans certains points, mes idées ont tout de même pris forme sous d'autres angles. Les anciens étaient du coup des salmonoïdes, et il y avait bien un autre ancien, plus proche de ce que j'avais dit, qui est le sujet aujourd'hui, qui lui a construit tout le reste. Le Maverick, ou iconoclaste, ou libre penseur, si on devait le traduire vraiment en français, est un membre du clan des Horovilo, comme Pascal, qui est un pro de la mécanique, connu pour en gros ne pas suivre les règles. Il était anticonformisme, et se prêtait à des expériences et projets si dangereux qu'il fut exclu de son clan. Il a ensuite assisté à l'attaque des salmonoïdes sur la contrée Clabous, et a décidé de les suivre, se retrouvant donc à Spiralite. Il a fait des recherches sur l'île, des expériences, et invente le réservoir, le robot, les gadgets, les sites de dégustation, tout ça pour s'entraîner et survivre. Petite parenthèse, oui je sais que la série a commencé avec une parenthèse, mais on pourrait se demander du coup si c'est la même chose pour les armes. Est-ce que c'est lui qui les a créées? Vu que comme le reste elles sont données en éliminant des salmonoïdes, je trouve que la réponse reste vague, car pour les composants de gadgets, c'est bien clair que ceux qui drop sont créés par le Maverick, mais ceux que l'on crée par Pascal sont nouveaux. Bref, le fait qu'il y ait des armes récentes comme le para-encre, le double encreur, et katana ou disperseur, indiquerait que non, il ne les a pas créés, et les comics, ouais, ils ont l'importance, c'est fou, précise bien que le mécanique a créé quelques armes. Je pense qu'il est évidemment possible qu'il en ait créé quelques-unes, ça reste dur à dire, mais celle du boss final et celle des missions de dégustation sont peut-être de lui, vu que c'est des armes qui se ressemblent, donc c'est possible. Bon, c'est pas très important, il a créé tout le reste, donc il est toujours aussi fort, mais voilà. Vous pourrez, si vous voulez, parler de tous les documents et faire une très longue vidéo. Quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est pas le plan ici. On va plutôt rester sur ce qui est dit sur sa situation et ses actions. Il a découvert les mêmes choses que nous, plus ou moins à Spiralite, c'est-à-dire les cristaux, les projecteurs astrales, et ensuite l'œuf, qu'il a décidé ensuite d'enfermer, et d'y ajouter un mécanisme pour empêcher le Warshard Utility, et il a utilisé les musiques des trois familles, la sienne qui s'appelle Avian Ascension, puis une pour le clan Onaga et le clan Manta. Mais suite à ça, il est resté bloqué sur l'île. Il a envoyé la carte au clan Manta et a disparu, probablement mort sur l'archipel. Donc voilà sa rapide biographie. J'aurais pu dire plus de choses sur lui, j'aurais pu parler des anciens tributaires ou autre chose comme ça. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas ça. Non, il y a d'autres éléments plus suspects et plus intéressants que j'aimerais parler et théoriser sur ceux-ci. On en revient donc à son nom. C'est Nintendo Music qui nous le donne par celui qui a composé la musique des sites de dégustation, qui s'appelait The Maverick. Et les définitions du mot Maverick confirment bel et bien que ce soit lui. Et c'est en écoutant justement ces musiques qu'on entend quelque chose de très intéressant. Vous les avez peut-être entendus, mais les fameux bruits qu'on entend dans la musique sont les mêmes que l'on entend dans Turquoise October, qui sont les fameux RAW, comme beaucoup appellent ça. Grand merci au Splatoon Sample Spreadsheet qui sera dans la description, qui me dit exactement ce que vous voulez, car si on va sur ce document là et qu'on regarde les samples utilisés, on voit que les outils utilisés dans la musique de Turquoise October s'appellent le Omnisphere de Spectratonics, et c'est un son qui n'est utilisé que dans les musiques liées aux Octariens. Elle est utilisée seulement dans Raiders pour la musique de Claustral, oui exactement, le Human Voice de Omnisphere, et donc un lien exact avec les Octariens et spécifiquement Turquoise October. Mais du coup la question peut devenir, est-ce qu'il y a forcément un lien entre ce sample et l'armée octarienne? Eh bien je pense que oui, il y a un lien qui est très fort. Le premier est Side Order, dans le foyer la musique du post-game. J'interprète ça comme une réappropriation de la mémoire de l'armée où étaient Eight et Coralie, dans une version qui est plus à elle, où effectivement c'est dans cette armée là, mais il y a eu des bons moments dedans quand même. Et je pense que c'était là où ils réutilisent le sample octarien pour montrer que ça a changé et qu'ils utilisent maintenant leur connaissance et leur lien avec cette armée pour changer les choses et retrouver la mémoire de numéro 8 et peut-être aider 8 par exemple. Et du coup, en plus de ça, on a l'Octo-expansion avec la démo de Ebb and Flow donnée par Coralie.
Cette démo est très intéressante parce qu'on entend encore l'influence octarienne qu'il y a sur elle. Et en plus du motif de Onward, on a encore une fois le sample de Human Voice, Omnisphere, l'héros octarien comme vous voulez, qui sont toujours présents. Et qui pour moi indique que effectivement leur présence est un lien forcément avec l'armée octarienne. Ça change beaucoup le contexte qu'on a du personnage, parce qu'un octarien qui est fan de mécanique fait beaucoup penser à un octarien de l'armée octarienne. Cependant, est-ce qu'il y a possiblement un lien entre le Maverick et l'armée octarienne? C'est plus compliqué à dire, et honnêtement je dirais que non en fait. La raison pour laquelle je ne pense pas, c'est que simplement il n'a aucune raison de s'allier à cette armée-là. Il n'en a rien à faire de la Grande Garde Territoire, parce que la contre-éclabousse n'a jamais été touchée par celle-ci, en tout cas pas autant. Et rien n'indique que le clan Vilo se soit intéressé de près ou de loin à cette guerre non plus. Et comme il en faisait partie, même s'il était exclu, je doute que lui-même se soit tant intéressé que ça à rejoindre l'armée. Mais il est possible que, par contre, il se soit intéressé, ou même inspiré, des avancées technologiques de l'armée octarienne. Pour moi, il est très probable que l'existence des Titans, par exemple, ait beaucoup intéressé le Maverick, lui qui est féru de mécanique. Donc je pense que l'utilisation du sample de Circus October est plus symbolique, dans l'idée de représenter un lien minime, mais qui existe avec l'armée octarienne, dans le sens où il s'en est inspiré, ou au moins de les trouver intéressants. Mais je doute très fort qu'il y ait eu quelques liens directs avec eux, parce que, encore une fois, l'armée octarienne était surtout dans Chromalia, et que la contre-éclabousse n'a pas vraiment souffert de la montée des eaux. Mais un endroit qui a bien souffert de cette montée des eaux, c'est l'archipel Spiralite. Et oui, voilà la grosse seconde question que l'on peut se poser. Y a-t-il une corrélation du temps entre la guerre et le Maverick? Parce que je parle de la guerre depuis tout à l'heure, mais est-ce que c'est vraiment possible que la guerre ait eu lieu autour de sa vie? Et la réponse, il semblerait que oui. Il y a deux documents qui, mis ensemble, nous donnent la puce à l'oreille. Le premier est celui qui parle de la carte, envoyée grâce à son requin d'ailleurs. Je me suis pas mal creusé la question un moment pour savoir comment il avait fait pour l'envoyer, sachant qu'il était bloqué. Mais en tant qu'héros Vilo, il avait accès à son requin et s'est sacrifié pour sauver son requin en l'envoyant de retour à Clabousse avec la carte. Bref, c'est pas ce qui compte ici, c'est triste, mais voilà. Le document il nous confirme que la carte a un peu plus de 100 ans, mais ça prend sens si on regarde le document sur les gadgets, qui lui confirme qu'il doit faire attention à la montée des eaux. La même probablement que celle de la Grande Garde Territoire. On ne sait pas combien de temps la Grande Garde Territoire a duré, probablement plusieurs années, comme la Première Guerre mondiale, mais il est certain que la montée des eaux n'a probablement pas été causée d'un coup, a vraiment été sur plusieurs phases. Et c'est là que je remets un poil les points sur les i, parce que c'est important de pas aller trop loin comme ça, mais du coup, est-ce que c'est forcément cette montée des eaux de la Grande Garde Territoire? Eh bien non, évidemment, c'est toujours possible que ce soit complètement autre chose. Mais d'un autre côté, cette autre chose, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Parce que l'autre montée, la seule haute montée des eaux qu'on voit à Spiralite, parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein, c'est celle qu'on voit pendant le boss final. Et cette montée des eaux là, eh bien elle n'apparaît que quand le boss final il est clos. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas trop. L'autre solution aurait été que c'est un problème qu'il y a dans les donjons, dans les sous-sols, mais c'est bien dit dans le premier donjon que le souci c'est le brouillard et pas la montée des eaux, donc voilà. Et en plus il est totalement possible que le fameux événement qui a submergé Spiralite soit cette montée des eaux de la Grande Garde Territoire. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais il y a un autre élément peut-être encore plus intéressant que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, et c'est les fameuses recherches dangereuses que faisait le Maverick. On ne sait pas exactement la nature des expériences qu'il faisait à la contre-éclabousse, mais je suppose qu'on peut se faire une petite idée en regardant ce qu'il faisait à Spiralite. Les gadgets et avec eux les réservoirs. C'est probablement l'élément de gameplay le plus important dans Riders, et ils ont été créés ouvertement par le Maverick lui-même. Mais ils ont une particularité très importante, leur lien avec le limiteur. On entre donc dans une grosse discussion, donc il va falloir se préparer. Rappelons déjà ce qu'est le limiteur. Il est mentionné dans le combat contre numéro 3 dans l'auto-expansion, et permet du coup à numéro 3 de spammer les spéciales. Le limiteur est spécifiquement sur le réservoir, qui lui-même est connecté à la poche d'encre dans leur corps, qui elle-même en plus de ça permet du coup de recharger l'encre, de la tirer, etc. Et du coup le limiteur permet de limiter, étonnamment, l'utilisation de cette poche d'encre en limitant l'utilisation du spécial avec une jauge spéciale. On sait que les régulations sont très importantes sur tout ce qui est carte territoire, on a les armes spéciales par exemple, donc il est probable qu'il existe par une de ces règles. Pourquoi du coup? C'est là qu'il y a deux écoles. La première, celle que je suis, c'est probablement car c'est dangereux pour leur santé. L'afflux d'énergie, si pas chargé correctement, est probablement pas génial pour leur corps. On voit que Agent 3, dans l'auto-expansion, tombe dans les pommes après le combat contre 8, quelque chose qui n'arrive pas vraiment dans une guerre de territoire. Et on voit que Agent 3 dans Alterna, après avoir utilisé un spécial sur le chargé et sans limiteur, il semblerait, tombe aussi et se blesse le tentacule.
La seconde école, laquelle je suis moins partisan, est que le limiteur existe pour rendre les gardes territoires plus balancés. Dans le sens où si on pouvait faire spammer les spéciales comme on voulait tout le temps, ça ne serait pas très intéressant. Dans les deux cas, je pense que ça ne changera pas la suite de la théorie, donc si vous êtes plus de la deuxième école, il n'y a aucun souci avec ça. Qu'importe la raison, je pense que c'est en partie une des raisons de son exil. Ce genre d'expérience sur un limiteur, qui existait probablement déjà, le réservoir de Splatoon semble similaire à ceux autour de la grande garde territoire, au moins en design, n'était probablement pas du tout bien vu, et même probablement dangereuse. C'est littéralement débrider son limiteur, son réservoir, pour faire des choses qu'on ne devrait pas faire avec. Et comme un vrai débrideur, le faire c'est ok, mais il y a toujours des petits dangers avec. Et c'est probablement l'idée ici aussi. Mais faisant partie de la première école qui pense que le limiteur c'est un impact sur la santé, je suis étonné que dans Raiders, eh bien, tout va bien. Le Maverick il va encore plus loin en plus car il n'y a pas de spécial, mais du coup oui, à la place il améliore des stats, il améliore la vie, il améliore l'attaque, tout ça c'est assez impressionnant. Et en plus avec le limiteur, il réussit aussi à affecter des gadgets comme pour des spéciaux, et on sait que les gadgets ont des effets spéciaux sur l'an, la rendant capable de geler, de brûler, de fermenter et autre chose assez rigolote. Il y a aussi les talents des réservoirs qui semblent aller encore plus loin. Ils peuvent augmenter les dégâts que font Linkling quoi qu'il fasse, en plus de lui permettre de peindre en avant, de choses qui semblent être encore plus puissantes et exister car ils stimulent quelque chose dans le sujet et améliorent ses capacités grâce au réservoir. Mais si vous vous rappelez de ce que j'ai dit avant, on peut se demander comment c'est possible. Le limiteur est important pour la santé de l'utilisateur, donc comment est-il possible de le limiter sans causer de problème? Et même si vous êtes partie de la deuxième école et que vous pensez que le limiteur n'est que là pour rendre les gardes territoires plus intéressantes, comment c'est possible de créer ce genre d'effet en le débridant? Parce que, à part faire des spéciales, avant ça il faisait pas beaucoup plus. Comment est-il capable de le délimiter sans causer de problème, slash en améliorant des stats comme ça? Et en plus de ça, d'aller encore plus loin en améliorant les capacités physiques du sujet, ce qui dépasse l'arme complètement. Eh bien j'avancerai qu'on a une des raisons ici, le Spiralite, purifié sur les réservoirs qui permettent de rendre l'utilisation du gadget et débloquer le limiteur moins dangereuse, probablement en limitant son déblocage par l'expérience, qui est représenté par les points de compétence que l'on reçoit, et qu'une fois le corps habitué, entre guillemets, il devient plus simple de s'améliorer et d'améliorer un peu tout davantage. On sait en plus que l'impact du Spiralite dépend du sujet, donc l'effet du réservoir change peut-être si le sujet est moins robuste ou est une autre espèce. Mais tout ceci n'explique pas comment le Spiralite peut faire ça. C'est une source d'énergie, ok, mais quel genre d'énergie pourrait permettre ce genre de changement sur un Inkling ou Octaling? Eh bien, je pense que comme ma première théorie le disait, le Spiralite canalise l'énergie de vie marine. Et ici, le Spiralite purifié permet de canaliser presque que ça. C'est cette énergie qui, on le sait, à travers Calamar Incantation dans les autres jeux, de rendre le sujet plus fort, comme à Calamar ou Octave dans Splatoon 1. Mais le Spiralite est un tout autre sujet, qui est encore beaucoup plus complexe, et donc que je garde pour la seconde partie. Donc jusqu'à là, à plus tard Calamar!